Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la vidéo numéro 11 qui constitue la suite du chapitre 3 intitulé Énergie interne et premiers principes de la thermodynamique. Dans cette vidéo, il sera question de la fonction enthalpie et des relations de Meyer concernant un gaz parfait. Ensuite, il sera question des relations de Laplace concernant une transformation adiabatique réversible. Et finalement, on essaiera de comparer le travail d'une transformation réversible versus une transformation irréversible. Après avoir défini la fonction énergie interne et introduit le premier principe de la thermodynamique, nous allons à présent définir une deuxième fonction tout aussi intéressante, à savoir la fonction enthalpie notée H. Cette fonction est une fonction d'état, comme l'énergie interne d'ailleurs, et elle est définie à partir des variables P et V d'un système donné, ainsi que de son énergie interne bien sûr. La définition est donc donnée par la relation suivante, H, l'enthalpie égale l'énergie interne U plus le produit P fois V, où P représente la pression du système et V son volume. Rappelons à cet égard que H possède les propriétés suivantes. Elle s'exprime en joules, c'est une énergie bien évidemment, et elle est définie à une constante additive près, celle de l'énergie interne, et elle a un caractère extensif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enthalpie totale d'un système formé de sous-systèmes égale la somme des enthalpies des sous-systèmes formant ce dernier. La première loi de Joule concernant les gaz parfaits s'énonce de la manière suivante. L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Mathématiquement, on écrit U, l'énergie interne, égale à U de T. Donc, je répète, l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. C'est la première loi de Joule. Alors, rappelons à cet égard que la chaleur définie auparavant peut s'écrire selon trois formes. Donc ça, c'est les expressions générales de la chaleur, valables d'ailleurs aussi bien pour un solide, un liquide, un gaz. Ce sont des expressions générales. Bien sûr, on va utiliser la relation 1 ou bien 2 ou bien 3 selon que l'on ait affaire au couple de variables TV, TP ou PV. Alors dQ s'écrit selon les relations 1 ou bien 2 ou bien 3. Ensuite, on applique le premier principe, DU égale à DQ moins PDV. Ensuite, on remplace l'expression de DQ par, vous devinez bien, la relation numéro 1, puisqu'elle fait intervenir dV. Et on aura donc du égale à CV dt plus LdV moins PDV. On regroupe ensuite les variables dt et dV, et on aura du égale à CV dt plus L moins P dV. Cette relation, bien sûr, est valable quel que soit le système, que ce soit, c'est-à-dire quelle que soit la nature du système, pas spécialement pour un gaz parfait. Pour un gaz parfait, qu'est-ce qui se passe? D'après la loi de Joule nous dit que U égale à U de T, ça veut dire que du, la dérivée de U ne dépend que de T, elle ne dépend ni de V ni de P. Mathématiquement, ceci s'exprime par la dérivée partielle de U par rapport à V égale la dérivée de U par rapport à P égale à 0, puisque U ne dépend ni de V ni de P pour un gaz parfait. Il s'ensuit donc que dans la relation que l'on vient de définir, que L doit être égal à P pour un gaz parfait. Donc la relation de Joule s'élance beaucoup plus brièvement, du égale à CV dt, où CV est la capacité calorifique du système à volume constant. La deuxième loi de Joule concerne cette fois-ci l'enthalpie. Elle s'énonce de la manière suivante. L'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température, autrement dit, H, qui n'a rien d'autre que l'enthalpie égale à H de T seulement.
en écrivant la définition de H en fonction de U et de PV et en dérivant à droite et à gauche, on obtient l'expression suivante, où dH égale à dQ plus VdP, qui est égal à Cp dt plus HdP, deuxième relation de la chaleur, plus VdP. En regroupant les termes dt et dP, on obtient ça. Cette expression est valable quel que soit le système. Pour un gaz parfait, qu'est-ce qui se passe? H égale à H de T seulement. Ça veut dire que dH, ou bien H ne dépend ni de V ni de P. Ça veut dire que les dérivées partielles de H par rapport à V et par rapport à P sont nulles. Il s'ensuit que dans l'expression de dH ρ, le coefficient H n'est rien d'autre que moins V, ce qui permet d'éliminer le terme en dP. La deuxième loi de Joule s'élance ainsi de la manière suivante, dH égale à Cp dt pour un gaz parfait. La relation de Meyer d'un gaz parfait est une conséquence directe des lois de Joule. Comment? Alors, H étant égal à U plus PV, c'est la définition même de l'enthalpie, on effectue la dérivée à droite et à gauche de cette expression, on obtient ça. Pour une mole de gaz parfait, sachant que PV égale à nRT pour un gaz parfait, on obtient cette relation. dH sur dt égale à du sur dt plus R. Donc on dérive à droite à gauche et on divise par dt. Donc pour une mole de gaz parfait, c'est-à-dire n égale à 1, on obtient Cp égale à Cv plus R. On a bien sûr exploité la première et la deuxième loi de Joule, ce qui se traduit par la différence entre la capacité calorifique à pression constante et la capacité calorifique à volume constant pour un gaz parfait est constante. Pour bien sûr n moles de gaz parfait, l'expression se généralise, ou bien la relation de Meyer s'écrit de la manière suivante, Cp moins Cv égale à n fois R, où n est le nombre de moles du système. En introduisant un facteur gamma qu'on appelle le rapport Cp sur Cv, d'ailleurs c'est ce facteur-là qu'on trouve dans les problèmes de thermodynamique, on donne le facteur gamma, c'est beaucoup plus intéressant, et on va exprimer les relations de Meyer en fonction de ce rapport gamma. Donc la relation de Meyer donne Cv égale à nR sur gamma moins 1 et Cp égale à n gamma R sur gamma moins 1, qui sont facilement retrouvables à partir de la relation de Meyer Cp moins Cv égale à nR. Donc pour les capacités calorifiques molaires n égale à 1 sont donc Cv égale à R sur gamma moins 1 et Cp égale à gamma R sur gamma moins 1 pour une mole de gaz. En physique statistique, on montre qu'à l'équilibre et sous certaines conditions, l'énergie d'un système se répartit uniformément entre les différents degrés de liberté et que l'on a pour un gaz monoatomique 3 degrés de liberté de translation pour chacune des n molécules. Pour un gaz diatomique, on a en plus de 3 degrés de liberté de translation pour chacune des n molécules, 2 degrés de liberté de rotation, et ceci pour chacune des n molécules. Bien sûr, en résumant, pour un gaz parfait monoatomique, exemple l'hélium, le néon, l'argon, etc., qu'on appelle des gaz rares, bien des gaz nobles, le facteur gamma il est à peu près égal à 1,67. Et Cp c'est 5 demi de Nr, Cv c'est 3 demi de Nr. Par contre, pour un gaz parfait diatomique, exemple le dihydrogène, le dioxygène, le diazote, le facteur gamma est à peu près égal à 1,4. Cp 7 demi de Nr et Cv 5 demi de Nr. Examinons à présent quelques transformations particulières. Tout d'abord, une transformation isotherme, c'est-à-dire qui s'effectue à T égale à constante. Pour un gaz parfait, bien sûr, PV égale à constante. En appliquant la première loi de Joule, on obtient U2 moins U1 égale à 0. Le travail donc égal à moins Q, premier principe, est égal à nRT log de P2 sur P1, ou bien P1 V1 log
népérien de V1 sur V2. Ou bien 1 étant pour l'état initial 1 et 2 pour l'état final 2. Deuxième type de transformation, la transformation isocore, c'est-à-dire avec constante. Le travail est donc nul. La variation d'énergie interne n'est rien d'autre que l'intégrale entre l'état 1 et l'état 2 de CV dt, première loi de Joule. On dit que la chaleur échangée à volume constant est indépendante des états intermédiaires et elle est mesurée par la variation d'énergie interne. C'est un cas particulier, bien sûr. La chaleur, en général, elle dépend des états, du chemin parcouru, mais dans ce cas précis, la chaleur, elle est indépendante des états intermédiaires. Troisième type de transformation, la transformation adiabatique réversible. Alors, si l'on prend gamma égale à constante, on aura PV gamma, PV à la puissance gamma égale à constante, ou TV gamma moins 1 égale à constante, ou T gamma 1 moins gamma égale à constante avec Q égale à 0. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les relations de Laplace spécifiques pour une adiabatique réversible que l'on va démontrer tout à l'heure. Alors, s'il s'agit d'une transformation adiabatique, on peut écrire que U2 moins U1 égale à W adiabatique, premier principe, puisque Q égale à 0, égale à CV T2 moins T1, première loi de Joule, égale à P2 V2 moins P1 V1 sur gamma moins 1. Autre transformation particulière d'un gaz parfait, examinons cette fois-ci la transformation isobare. À T égale à constante, on utilisera donc la deuxième loi de Joule, H2 moins H1 est égal à delta H égale à QP égale à CP dt entre l'état 1 et 2. Ou bien la chaleur échangée à pression constante est indépendante des états intermédiaires. C'est un cas aussi particulier, il est mesuré par la variation d'enthalpie. Rappelons que la chaleur et le travail dépendent des états intermédiaires, c'est-à-dire dépendent du type de la transformation, mais ceci bien sûr est une exception. Remarquons d'ailleurs que les relations que l'on vient d'obtenir pour les transformations adiabatiques, isocore et isobare ont été établies indépendamment des hypothèses du gaz parfait et sont donc valables pour n'importe quel système qui ne reçoit du travail que des forces de pression. On se propose maintenant de démontrer une des relations de Laplace, à savoir PV à la puissance gamma égale à constante. Rappelons que les relations de Laplace, ça concerne une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. Alors, on commence par écrire le premier principe sous sa forme différentielle, du égale à delta W plus delta Q. Ensuite, la transformation étant adiabatique, delta Q égale à 0, et donc ce qui se traduit par du égale à delta W égale à moins PDV, définition du travail. Par ailleurs, on sait que H égale à U plus PV, définition de l'enthalpie. On dérive à droite à gauche et on obtient dH égale à du plus PDV plus VdP. Il s'ensuit que dH égale à VdP en remplaçant du par son expression dans la deuxième lignée. Les lois de Joule imposent que dH égale à CPdt et du égale à CVdt. On écrit donc que CPdt égale à VdP et CVdt égale à moins PDV. Or, on sait que gamma est par définition Cp sur Cv, donc gamma égale à moins VdP sur PdV. En regroupant les membres dV, les volumes d'un côté et les pressions de l'autre, on obtient gamma fois dV sur V égale à moins dP sur P. Ou encore gamma dV sur V plus dP sur P égale à 0, où gamma est une constante du gaz. En intégrant, on obtient bien sûr gamma log de V plus log de P égale à constante, soit finalement PV à la puissance gamma égale à constante, ce qu'il fallait démontrer. Pour obtenir les deux autres lois de Laplace, il suffit d'écrire, de partir de l'une des relations que l'on vient de démontrer et d'écrire que PV égale à nRT et de remplacer P par exemple en fonction de V et de T
et ainsi de suite. Comparons à présent le travail mis en jeu lors de deux types de transformations. La première, une transformation réversible, et la deuxième, une transformation irréversible. Bien sûr, la transformation, elle relie les mêmes états initiaux et finaux. Alors, soit une mole d'un gaz parfait subissant deux types de transformations isothermes, l'une réversible et l'autre irréversible. Pour la transformation réversible, on peut retrouver facilement que le travail réversible égale à moins Q. Alors pourquoi? Parce que la première loi de Joule, c'est une isotherme, donc dt égale à 0. Conséquence, premier principe, W réversible égale à moins Q égale à RT log de P2 sur P1. Bien sûr, ici on raisonne pour une mole. Pour la transformation irréversible, par contre, on peut calculer que W irréversible égale à moins P2 fois V2 moins V1, où P2 c'est la pression finale, V2 c'est le volume final et V1 c'est le volume initial. On sait que P2 V2 égale à P1 V1 égale à RT pour une mole d'un gaz parfait lors d'une isotherme égale à constante. Donc il s'ensuit que le travail irréversible est égal à moins P2 V2 moins P2 facteur de V2 moins V1 égale à RT P2 sur P1 moins 1. Comparons à présent W réversible et W irréversible pour cette isotherme. Et donc faisons le rapport de ces deux quantités. W irréversible divisé par W réversible, ce n'est rien d'autre que RT P2 sur P1 moins 1 sur RT log népérien de P2 sur P1. En faisant un petit changement de variable, on pose P2 sur P1 égale à X, on obtient W irréversible divisé par W réversible égale à X moins 1 sur log de X. Pour comparer donc W irréversible et W réversible, il suffit de comparer ces deux courbes-là, la courbe X moins 1 et la courbe log népérien de X. Or, on voit d'après la figure suivante que la fonction x moins 1 est toujours supérieure à la fonction log de x, quel que soit x supérieur à 0 strictement. Donc il s'ensuit que le travail irréversible est toujours supérieur au travail réversible. En conclusion, le travail reçu par le gaz lors d'une transformation irréversible est plus important que celui d'une transformation réversible. Ceci est d'ailleurs tout à fait cohérent avec le fait que les transformations irréversibles en général s'accompagnent de forces de frottement. Ces dernières nécessitent beaucoup plus d'énergie mécanique et donc ceci explique cela. Le chapitre 3 touche à sa fin avec les capsules vidéo numéro 10 et 11. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre 4. Merci.